élèves, bonjour. Je suis Khouloud Kamel, professeure de français. Aujourd'hui, on va terminer le reste des exercices qu'on a déjà travaillé la dernière fois. Alors, rappelez-vous bien que la dernière fois, on a travaillé la voix passive et la voix active. Ensuite, on a travaillé le discours rapporté. Alors, il faut bien signaler qu'il faut, au niveau de ces cours-là, bien maîtriser la conjugaison parce que c'est la base pour bien travailler ces deux exercices. Aujourd'hui, on va commencer par les figures de style d'opposition et on va se concentrer juste sur l'antithèse et l'oxymore. Et finalement, on va finir par la subordonnée complétive et la subordonnée relative. Alors, prenons tout d'abord le premier exercice, à savoir les figures de style d'opposition. Alors, la consigne dit qu'il faut identifier la figure de style d'opposition dans chaque phrase. Voici les phrases. Je la comparais à un soleil noir. Une obscurité tombait sur la clarté des étoiles. Tel qui rit vendredi pleura dimanche. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Cette petite grande âme venait de s'envoler. J'ai vécu une libre servitude. Voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Alors ici, on remarque très bien qu'il y a une panoplie de phrases contenant toutes des figures de style d'opposition, mais chacune a sa spécificité. Avant de commencer à travailler cet exercice-là, il faut bien se rappeler, ça veut dire quoi la figure de style d'opposition? Eh bien, la figure de style d'opposition est un procédé d'écriture dans lequel on utilise ou bien on associe deux termes, deux idées, deux expressions, etc. Mais la caractéristique de ces deux éléments-là, c'est qu'ils sont complètement contradictoires. Mais ils sont associés dans une même phrase ou même énoncé. Alors, l'objectif de ce procédé d'écriture, c'est pour stimuler une certaine hésitation chez le lecteur. Alors, regardez bien ici. Je la comparais à un soleil noir. Déjà, on remarque bien qu'il y a deux éléments qui sont complètement contradictoires, à savoir le soleil et la couleur noire. On sait très bien que le soleil brille, alors il ne pourra jamais être noir. Mais ici, on remarque qu'on hésite. Est-ce que c'est réel ou bien surréel? Lorsqu'on associe deux mots qui sont complètement contradictoires dans une même phrase, on parle d'une figure de style d'opposition appelée l'oxymore. Donc la première phrase, c'est l'oxymore. Une obscurité tombait sur la clarté des étoiles. Une obscurité tombait sur la clarté. Donc ici également, on a deux mots, bien deux expressions qui sont contradictoires. Mais est-ce qu'ils sont côte à côte, comme le dernier exemple? Non, ils sont un petit peu séparés. Lorsque les deux mots contradictoires sont séparés dans la phrase, on ne parle plus de l'oxymore, mais plutôt de l'antithèse. Tel qui rit vendredi pleura dimanche. La même chose ici, on a le verbe rire et le verbe pleurer associés dans le même énoncé. Cela veut dire qu'il s'agit d'une figure de style d'opposition. Mais est-ce qu'elle est oxymore ou bien antithèse? On va dire qu'elle est antithèse. Pourquoi? Parce que les deux expressions sont séparées. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Ici, ça sera la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a mourir et vivre. Ce sont deux mots qui sont contradictoires, éloignés, donc il s'agit d'une antithèse. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Alors déjà, on a deux adjectifs qui sont côte à côte, mais qui sont contradictoires. On a petite et grande. Donc ici, on parle d'une oxymore, puisqu'ils ne sont pas séparés. J'ai vécu dans une libre servitude. Si vous voulez expliquer le mot servitude, vous pouvez parler de l'esclavage, par exemple. Alors l'esclavage ici, avec la liberté, c'est quelque chose qui est contradictoire.
On parle ici d'une figure de style d'opposition appelée l'oxymore. Voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Jeune vieillard, ce sont des mots qui sont contradictoires, ce qui implique qu'il s'agit d'une oxymore. Alors voici la correction. La première phrase, c'est une oxymore. Deuxième, antithèse. La troisième aussi, antithèse. La quatrième phrase, il s'agit d'une oxymore. Cinquième phrase, c'est une antithèse. L'avant-dernière phrase, oxymore, et la dernière est une antithèse. Passons maintenant à l'exercice suivant. La subordonnée relative et la subordonnée complétive. On va tout d'abord commencer par la subordonnée relative. Dans les phrases suivantes, analysez les prépositions subordonnées relatives en suivant toutes les étapes ci-dessous. Alors voilà ce qu'il faut faire. Tout d'abord, il faut souligner la proposition subordonnée relative. Après, il faut relever le pronom relatif. Relever son antécédent. Trouver la fonction du pronom relatif. Lorsqu'on dit fonction, c'est est-ce que c'est sujet, complément d'objet direct, indirect, etc. Voici les phrases de cet exercice. Je ne jouissais pas de toutes les délices que je m'étais promises. C'est à lui que j'ai envoyé la carte. Au lieu de mon livre qui ne me disait pas un mot plus haut que l'autre. La loi qui m'était la plus fâcheuse à observer sous son empire était qu'il ne fallait jamais parler autrement que le latin. Donc ici, rappelez-vous bien qu'il faut tout d'abord chercher la proposition subordonnée relative. Ensuite, il faut mentionner le pronom relatif utilisé, marquer ou bien repérer son antécédent et dire quelle est la fonction. Prenons la première phrase. Je ne jouissais pas de toutes les délices que je m'étais promise. Alors ici, la subordonnée relative, c'est que je m'étais promise. Le mot subordonnant utilisé, c'est que. Et son antécédent, c'est toutes les délices. Alors ici, on a le pronom relatif que qui prend comme fonction un complément d'objet direct. Complément d'objet direct de quoi? Du verbe être de cette phrase. Alors, les délices que je m'étais promises. Deuxièmement, on a c'est à lui que j'ai envoyé la carte. Voici ici la subordonnée relative. Que j'ai envoyé la carte. C'est à lui que j'ai envoyé la carte. Déjà ici au niveau de l'antécédent, on remarque qu'il y a une préposition. On verra la fonction alors. Alors l'antécédent c'est à lui. Le pronom relatif ici c'est que, mais il ne sera pas un complément d'objet direct, mais plutôt un complément d'objet indirect, puisqu'on a une préposition avant. Au lieu de mon livre qui ne me disait pas un mot plus haut que l'autre. Voici la proposition subordonnée relative, qui est précédée par un antécédent qui est mon livre. Mais le mot subordonnant ici utilisé, ou bien le pronom relatif utilisé, c'est qui. Donc l'antécédent, c'est mon livre. Le pronom relatif, c'est qui. Alors sa fonction, c'est sujet du verbe dire. Prenons la phrase suivante. La loi qui m'était la plus fâcheuse à observer sous son empire. Alors, qui m'était la plus fâcheuse à observer sous son empire, c'est la subordonnée relative. Elle est précédée par un mot qui est la loi. Donc, le pronom relatif utilisé ici, c'est qui? Sa fonction, c'est sujet du verbe être. Alors, on va passer à la subordonnée complétive. Il faut tout d'abord identifier la fonction de la subordonnée complétive dans chaque phrase. Chercher la subordonnée complétive et ensuite identifier la fonction de la complétive. Voici les phrases. Alors, il a vérifié qu'il avait bien pris un plan de la ville avant de partir. Au bout d'un moment, il demande au serveur où se trouve la place Mohammed V.
Madame Marie affirme qu'elle n'a rien vu. Le mieux est qu'ils ne viennent pas. Ses parents gardent l'espoir qu'il reviendra. Donc ici, il faut toujours chercher la proposition subordonnée complétive et ensuite dire quelle est la fonction de chaque subordonné. Prenons par exemple la première phrase. Il a vérifié qu'il avait bien pris un plan de la ville avant de partir. Alors toute cette partie-là en rouge est une complétive ou bien une subordonnée complétive. Elle est introduite par un mot subordonnant que. Ici, ce mot subordonnant est vide de sens. Il n'a pas de fonction comme le pronom relatif de la subordonnée relative. Alors, il est précédé par un verbe. Il a vérifié. On se pose la question, il a vérifié quoi? Donc, à votre avis, quelle sera la fonction de cette phrase? Puisqu'on se pose la question, il a vérifié quoi? Alors, sa fonction sera un complément d'objet direct du verbe vérifier. C'est-à-dire ici, elle a complété le sens de la phrase. Au bout d'un moment, il demande au serveur où se trouve la place Mohammed V. Ici, on remarque qu'il y a un mot subordonnant où au lieu de que. Donc, cette phrase, elle est introduite par où. Alors, ici, la fonction sera un complément circonstanciel de lieu. La phrase suivante. Madame Marie affirme quoi? Qu'elle n'a rien vu. Alors ici, qu'elle n'a rien vu, c'est la proposition subordonnée complétive. Elle complète le sens ou bien elle complète le verbe affirmer. Donc, sa fonction est un complément d'objet direct du verbe affirmer. Le mieux est qu'ils ne viennent pas. Voici la complétive. Elle est précédée par un verbe. Ce verbe est appelé verbe attributif ou encore verbe d'état. Lorsque la subordonnée complétive est précédée par un verbe d'état, être, paraître, demeurer, rester, avoir l'air, etc., sa fonction est attribut du sujet. Alors faites toujours attention à la nature du verbe qui précède la complétive. Alors, ses parents gardent l'espoir qu'il reviendra. Ici, on se pose la question, quel est l'espoir que les parents gardent? C'est-à-dire l'espoir que les parents gardent, c'est qu'il reviendra. Donc ici, on a complété un nom. L'espoir ici n'est pas un antécédent comme le cas de la relative. Donc, il ne faut pas faire la confusion entre la subordonnée relative et la subordonnée complétive. La fonction de la complétive ici, que c'est un complément de nom, c'est-à-dire il a complété le nom, l'espoir. Donc voilà, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention. Je vous souhaite tous une bonne chance et au revoir.